Cher Président, cher Éric Ciotti, Madame la secrétaire générale de notre mouvement, chère Rachida Dati qui porte à Paris nos idées et notre espérance, chers amis, c'est un immense plaisir d'ouvrir aujourd'hui ces États généraux de notre famille politique. Merci d'être venus si nombreux. Merci à Éric Ciotti, notre président, pour le challenge qu'il a relevé. Merci à nos trois présidents de groupe, Bruno Retailleau, Olivier Marleix et François-Xavier Bellamy. Merci à tous nos responsables, et je vois ici Xavier Bertrand, Michel Barnier, avec beaucoup de plaisir, et je voulais les saluer. Merci à nos adhérents qui tous comprennent à quel point nous avons besoin de nous retrouver. Nous voilà engagés sur la voie de la reconstruction. Elle commence, me semble-t-il, dans le bon ordre. D'abord, le débat sur le fond, sur les idées, sur ce qui structure notre engagement politique. Comment pourrait-il en être autrement dans la situation dans laquelle se trouve notre pays? Notre pays va mal et nous vivons dans une sorte d'insouciance, persuadés que l'État peut tout, que tout finit par s'arranger et que cela pourrait durer éternellement ainsi. Il n'est plus possible de détourner le regard comme nous l'avons fait si souvent et depuis trop longtemps. Et à chaque fois, bien sûr, pour de très bonnes raisons. Oui, il faudra rembourser les 3 000 milliards de dettes que nous avons accumulées. C'est de la souveraineté de la France dont il s'agit. Oui, il faudra repenser un État-providence dont la dépense publique atteint plus de 1 500 milliards et 58% de notre produit intérieur brut. Les agences de notation ont envoyé un signal à la France. C'est un avertissement que nous devrons prendre au sérieux. La réponse du gouvernement, c'est l'annonce d'une progression de nos dépenses publiques de 220 milliards pour les 5 ans à venir. C'est à mes yeux consternant. Alors, comment ne pas être inquiet? Et pourtant, je me refuse à me résigner au déclin annoncé, comme je refuse de céder aux chimères populistes, irresponsables de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Nous sommes, mes chers amis, nous sommes aux Républicains le point d'équilibre. Nous sommes l'opposition responsable, celle du pragmatisme qui refuse le sectarisme et l'idéologie, celle qui croit au redressement de la France et à son avenir. Nous sommes l'opposition qui appelle un programme de réforme ambitieuse qui permette d'engager enfin la France sur une pente vertueuse de réduction de la dépense publique et de la dette. C'est possible à mes yeux, à condition de cesser de dire et enfin commencer à faire. Comment les Français peuvent-ils comprendre que nous ayons la dépense publique la plus élevée d'Europe et des services publics qui se dégradent sans cesse? Emmanuel Macron avait promis la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires en 2017. Il en aura créé 140 000 de plus depuis 6 ans. Voilà la réalité. L'empilement de normes coûte, selon le rapport de l'OCDE, 80 milliards d'euros par an à la France. Et tout le monde paie. Les entreprises, les collectivités locales, le contribuable. Et il faudrait ajouter à cela le coût de la suradministration. Rien que les collectivités locales, l'application des normes aura coûté 2 milliards d'euros de plus entre 2017 et 2021. Il y a 1 300 agences de l'État hors de tout contrôle. Elles se sont progressivement imposées comme des acteurs majeurs de la sphère publique. Et chaque année, elles coûtent 64 milliards
d'euros aux contribuables. Vous voyez que la piste des économies existe. Et je n'évoque pas la fraude sociale, ni l'aide médicale d'État qui a dépassé le milliard. Je pourrais multiplier les exemples. Alors oui, mes chers amis, je le dis avec force, combien de temps encore allons-nous contenter de dire et de ne jamais faire? Et que penser du climat social, du climat politique, du climat de défiance et de violence qui s'installe à tous les étages de la société française? Je voudrais m'y arrêter quelques instants. Comment en est-on arrivé à ne plus respecter l'écharpe tricolore, l'uniforme, la blouse blanche ou le maître? Toujours plus d'agressions de policiers, de gendarmes, de sapeurs-pompiers. 1500 élus locaux agressés l'an passé. Des enseignants qui déclarent ne plus pouvoir maintenir un minimum de discipline parmi leurs élèves. Les services d'urgence de nos hôpitaux contraints de recruter des agents de sécurité. Moi, comme Jérôme Fourquet et Norbert Elias, si le concept de décivilisation s'entend par le délitement de l'autorité, la montée des communautarismes et de la violence, la désintégration du vivre ensemble et la faillite de l'école, alors oui, je peux y adhérer. Mes chers amis, ces États généraux que nous lançons aujourd'hui doivent être l'occasion de définir une ligne politique pour notre mouvement. Je reste convaincu, et je vous le dis, que la bonne stratégie doit être l'indépendance et la responsabilité. L'indépendance est la garantie de notre légitimité. La responsabilité est notre boussole, car pour nous, seul l'intérêt de la France doit guider nos choix. Ce « en même temps » de gauche et de droite a été mortifère pour notre démocratie. La vie politique a besoin de clarté, les Français ont besoin de repères. En tentant de désagréger artificiellement les fondements de notre système politique, au fond, 6 ans après, Emmanuel Macron a nourri les extrêmes, à droite comme à gauche. Il a appauvri le débat jusqu'à la caricature. Une extrême droite en quête de respectabilité qui surfe sur les échecs et les peurs. Une extrême gauche qui rêve du grand soir, qui hystérise la vie politique et qui en vient même à vouloir définir selon ses propres critères, comme on l'a vu à Annecy, qui mérite ou non d'être appelé un héros. Je juge cela inacceptable. Oui, indépendants. Nous restons une force, libre de nos mouvements et de nos critiques, de nos accords comme de nos désaccords. Nous restons une alternative crédible à cette majorité du coup par coup, sans méthode, sans cap, sans vision. Alors je le dis clairement, cette majorité relative n'est pas la nôtre. Nos différences sont très profondes. Oui, restons solides sur nos appuis. Nous soutiendrons tout ce qui sera utile au redressement du pays, dans la clarté et sans compromission. Vous l'avez compris, je crois en l'avenir des Républicains, pourvu que nous fassions preuve d'unité et de cohésion. Unité et cohésion sur les idées, mais aussi par nos comportements. Je crois à la force du maillage national de nos élus locaux, qui maintiennent la cohésion du pays et assureront, cher Bruno, je le pense, et chers collègues ici, la victoire de la majorité sénatoriale le 24 septembre prochain. Aujourd'hui, nous engageons une reconstruction. C'est une œuvre collective où le débat est indispensable, mais où la synthèse est aussi une exigence. Éric Ciotti mène ce travail avec détermination. Nous sommes à ses côtés et je vous demande d'être à ses côtés pendant cette période.
Nous avons un socle de valeurs communes. Nous croyons à une économie de marché, de la croissance, de la responsabilité, du travail et de la compétitivité. Il n'y a pas d'autre choix qu'une société libérale, à condition d'être attentif à la nécessité du dialogue social, à l'indispensable solidarité envers les plus démunis, à la juste répartition des richesses et à la participation à laquelle nous devrons donner plus de force et, j'allais dire, plus de lisibilité. Moi, je n'accepte pas ces leçons de morale qui amènent une lauréate du Festival de Cannes à fustiger, je la cite, « la marchandisation de la culture que ce gouvernement néolibéral, défend et qui est en train de casser l'exception culturelle française. » Fin de citation. Néolibéral, la France? Voyons, le taux de prélèvement obligatoire, c'est 44% du PIB, médaille d'argent des pays développés. Et le taux de dépenses publiques, 58%, médaille d'or des pays développés. La même lauréate qui, elle, accepte le néolibéralisme quand il lui permet de recevoir pour son œuvre 270 000 € de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 200 millions d'euros, 1,2 million d'euros de Canal+, le groupe de M. Bolloré. À réfléchir par rapport à ces jugements. Oui, mes chers amis, nous voulons une écologie positive, celle de la recherche, du progrès. Nous refusons l'écologie punitive, du renoncement et de la désobéissance civile, celle qui conduit ce maraîcher de Loire-Atlantique à dire la semaine passée, je reprends ces mots, aujourd'hui je pleure. Les zadistes ont détruit nos serres en sol vivant et culture sans pesticides, en toute impunité. Oui, c'est cela. Cette écologie positive, c'est l'inverse de celle de Sainte-Soline ou de Notre-Dame-des-Landes. Celle de la décroissance qui ne se pose pas la question de savoir pourquoi plus de 6 millions de nos vélos sont importés du Cambodge, du Vietnam ou de Chine. Regardez la tête de carbone pour ceux qui nous donnent facilement des leçons. Après 21 lois en 20 ans sur l'immigration, nous n'en demandons qu'une, enfin utile et efficace. Et nous l'avons proposée ensemble, sénateurs et députés de nos deux groupes et notre président. Les flux migratoires ont atteint les limites de l'acceptable pour nos compatriotes. La France ne peut plus être la mieux-disante sociale de l'Europe et nos capacités d'intégration sont saturées. Et quel cynisme, au fond, de vouloir disperser les migrants dans nos départements pour cacher cette misère que les Jeux olympiques ne sauraient voir. Alors, mes chers amis, écologie positive, avoir enfin une vraie politique migratoire, mais nous allons vivre aussi une grave crise du logement. Avec les nouvelles dispositions, par exemple sur les passoires thermiques, c'est plus de 2 millions de logements qui seront concernés par l'interdiction locative et prennent un logement sur deux à Paris. Par ailleurs, d'ici 2 ans, avec les zones à faible émission, c'est plus de 13 millions d'automobilistes qui ne pourraient plus entrer dans les grandes villes. Merci à Philippe Tabarot d'avoir ainsi souligné l'importance de ce dossier. Oui, tout cela m'apparaît une injustice de plus pour cette France d'à côté, celle de tous les territoires qui n'a plus accès de manière satisfaisante aux soins, à l'éducation et aux services publics. Enfin, il est temps que l'école retrouve sa vocation première, la transmission des savoirs. Une école où le maître est respecté, où le principe de laïcité s'impose à tous sans faiblesse et dans la clarté. Alors, mes chers amis, puisque Geoffroy Didier m'a présenté, paraît-il, comme un sage, je vous demande d'être, non pas simplement sage, mais déterminé. Renforçons notre unité. Construisons un projet ambitieux, un projet de vérité, qui répond aux attentes de nos compatriotes, mais qui regarde dans les yeux les réalités de notre pays. Un projet de redressement
qui correspond à nos valeurs et porte une espérance. Nous avons et nous aurons de nombreux talents pour le porter, et c'est une chance. Mais la priorité, c'est d'abord de retrouver la confiance des Français et de leur proposer un projet. Oui, ne vous laissez pas détourner de notre objectif par une certaine bien-pensance qui nous a conduits à l'échec. Ne craignons pas de dire la vérité même si elle dérange. Ne reculons pas devant l'obstacle. Ne plions pas devant le jugement de ces élites qui pensent toujours avoir raison, mais qui en fait ont été déjugées par l'histoire. Soyons nous-mêmes, avec nos convictions que nous devons assumer, porter haut et fort et retrouver l'indispensable proximité avec nos concitoyens. Oui, mes chers amis, cet après-midi, je serai à Londres pour honorer la mémoire de ceux tels Jean Moulin qui se sont dressés pour que l'emportent les idéaux de justice et de liberté et une certaine idée de la France. Car en juin 40, c'est à Londres, à Hampstead, que se trouvait l'espérance des femmes et des hommes esprits de liberté. Parce que notre famille politique, dans sa diversité, est aussi profondément inspirée par cet héritage gaulliste. Alors, inspirons-nous de cet héritage, soyons debout, soyons volontaires et préparons le renouveau des Républicains pour que vive la République et que vive la France. Gérard